Salut à tous, me revoici pour une vidéo. Et alors je commence déjà à rigoler parce qu'en fait j'ai posé la caméra à moitié sur mon chat qui refusait de bouger de l'endroit où je voulais la poser. Donc si jamais il bouge pendant cette vidéo, la caméra risque de... Voilà, on verra bien. Donc comme vous le constatez, je tourne le soir. Ah bah ça y est, il a bougé. Hop, je remets la caméra bien, excusez-moi. Voilà, donc je tourne le soir, du coup il y a très peu de lumière, mais j'avais pas trouvé d'autres moments où j'avais le temps ni l'énergie, et là vu que j'ai une inspiration, je vais le faire maintenant. Donc je vous fais un petit point lecture. Alors mes lectures en ce moment c'est un peu spécial vu que depuis que le master a commencé, j'ai pas forcément beaucoup l'énergie de lire puisqu'il y a quand même beaucoup de travail, c'est un rythme assez intense et on a des lectures à faire pour les cours. Donc je vais vous en parler aussi parce qu'elles sont quand même intéressantes. Mais voilà, j'avance très doucement et en fait c'était pas une très bonne idée de me lancer dans des lectures en anglais à cette période-là parce que déjà que j'ai du mal à lire, mais en plus je me rajoute une difficulté avec des lectures en VO. Mais bon. Donc je commence par vous parler d'un roman que je vous avais déjà présenté la dernière fois, je venais juste de l'acheter je crois quand je vous l'avais montré. Il s'agit de Born Free de Joy Adamson. Donc c'est l'histoire de cette jeune femme, enfin jeune, je ne sais pas d'ailleurs quel âge elle avait, donc de cette femme dans les années 40-50 qui avait recueilli une lionne orpheline, donc elle habitait au Kenya il me semble, et qui l'avait élevée donc à la main comme un peu comme si c'était un animal de compagnie, puisque donc à l'époque on pouvait, enfin les normes n'étaient pas les mêmes, donc on pouvait facilement récupérer des lions et les élever comme ça chez soi. Je pense que ce serait un peu moins facile à faire aujourd'hui. Et donc elle a élevé cette lionne jusqu'à l'âge adulte et ensuite elle l'a relâchée dans la nature, en tout cas elle a essayé de la ramener à la vie sauvage. Et donc ça nous explique un petit peu cette histoire et voir si cette réintroduction d'un animal sauvage élevé par les hommes a fonctionné ou pas. Donc c'est une lecture en anglais comme je vous le disais et c'est en fait une intégrale qui rassemble 3 tomes. Donc le premier c'est Born Free, le deuxième s'appelle Living Free je crois et le troisième Forever Free si je ne me trompe pas. Donc j'ai déjà lu la première partie et là je suis en train de lire le deuxième tome. C'est une lecture qui n'est pas très compliquée au niveau du vocabulaire, c'est juste que c'est écrit assez petit donc du coup je lis quand même un petit peu doucement. Mais donc alors pour moi c'est intéressant vu que je suis très passionnée par les histoires d'animaux comme vous le savez. Par contre pour une personne qui ne s'intéresse pas spécialement à ça, je conseillerais pas trop ce livre parce que je pense que ce serait un petit peu ennuyeux pour les personnes qui ne s'intéressent pas aux histoires d'animaux quoi tout simplement puisque donc c'est une histoire vraie, hein. C'est pas du tout fictionnalisé, c'est l'auteur en fait qui a écrit une sorte de journal où elle racontait l'évolution de sa relation avec la lionne, etc. Donc du coup, c'est pas organisé comme une histoire de fiction et il y a un côté un petit peu monotone qui s'instaure puisqu'il se passe pas forcément tous les jours des trucs de dingue. Donc voilà, c'est vraiment pour voir un peu quel type de relations homme-animal peuvent se construire, comment ça se passe au quotidien, mais il n'y a pas beaucoup d'actions vraiment spectaculaires, on va dire. Donc à réserver aux gens qui s'intéressent beaucoup à ça. Après moi c'est une lecture que j'apprécie, donc je trouve, puisque forcément c'est un de mes thèmes de prédilection. Et c'est assez étonnant aussi, puisque comme ça a été écrit dans les années 40, enfin je sais pas si ça a été écrit dans les années 40, mais l'histoire se passe en tout cas dans cette époque-là. Les normes sociales n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Et il y a un côté du coup super colonialiste en fait, puisque donc la Joy Adamson est une femme blanche donc qui était mariée à un... J'ai oublié le nom exact du métier de son mari, mais c'était un petit peu un garde, une sorte de garde-chasse en fait qui devait surveiller un parc national, enfin un parc sauvage contre les braconniers et tout ça. Et donc clairement à cette époque on ressent que vraiment les blancs avaient le pouvoir et que les noirs étaient très en dessous. Alors l'auteur fait pas tout un truc là-dessus, mais ça se ressent quand même beaucoup dans l'écriture je trouve. Donc du coup il y a une ambiance un petit peu spéciale parfois où elle a des noirs comme serviteurs, etc. Et voilà, donc elle en parle comme si c'était quelque chose de tout à fait normal, donc elle n'a pas un ton méprisant, mais voilà, on voit qu'il y a un rapport qui était un petit peu particulier. Mais bon, c'est pas du tout le thème principal du roman, le thème c'est la lionne. Et donc là j'en suis au moment où donc la lionne est devenue adulte et elle a été relâchée dans la nature, mais en fait l'auteur continue de régulièrement se rendre sur les lieux où elle a été relâchée pour voir comment elle va. Donc il y a toujours une relation en fait qui existe, même si la lionne ne vit plus vraiment tout le temps avec l'auteur.
Et donc là, la lionne vient d'avoir des petits avec un lion sauvage. Et donc j'en suis juste là au moment de la naissance des lionceaux. Donc voilà, lecture intéressante que j'aime plutôt bien. Mais comme je lis très très doucement en ce moment, c'est vrai que j'avance peu. Donc là, je vais essayer de finir le tome 2 et ensuite je ferai une pause pour lire autre chose avant de lire la troisième et dernière partie. Donc j'ai également une autre lecture en cours que j'ai mis en pause. Je pensais que je la lirais d'une traite, mais finalement je n'ai pas réussi. Il s'agit de The Bloody Chamber de Angela Carter, avec donc cette magnifique couverture. Donc là encore une lecture en anglais. Et c'est un livre qui est très court, donc c'est pour ça que je pensais que je le lirais rapidement, mais en fait je n'ai pas réussi parce que le style cette fois-ci est assez compliqué. Je trouve que le niveau d'anglais là pour le coup est vraiment élevé, donc j'arrive quand même à comprendre ce qui est écrit, mais ça me demande vraiment un effort de concentration. Et puis bon, parfois il y a quand même des phrases où il y a plusieurs mots que je ne comprends pas dans la phrase, donc je suis obligée de les relire plusieurs fois, d'essayer de déduire par rapport au contexte pardon, ce que peuvent signifier les mots de vocabulaire que je n'ai pas, enfin bref. Donc en fait c'est une lecture qui est assez laborieuse, pourtant je l'aime bien, j'ai noté plusieurs citations puisque je trouvais qu'il y avait quelques phrases qui étaient vraiment très belles. Mais voilà, c'est une lecture qui me fatigue pas mal et c'est pour ça que je l'ai mis en pause. Donc en fait c'est un recueil de nouvelles, je sais plus combien il y en a exactement, mais bon, chaque nouvelle est assez courte forcément vu que c'est des nouvelles. J'entends un bruit bizarre, il y a mon chat qui est en train de faire je sais pas quoi, bref. Donc voilà, mais même si c'est des récits courts, ça me prend quand même pas mal de temps pour les lire à chaque fois. Alors là, combien est-ce que j'en ai lu? J'ai dû en lire peut-être 3 ou 4. Je regarde. Hein. Je pense que j'en suis à la... Je pense que j'ai lu 3 nouvelles. Les 2 premières étaient... La première surtout était relativement longue. Donc la première qui a donné son titre au recueil, c'est The Bloody Chamber qui reprend l'histoire de Barbe Bleue. La deuxième reprend l'histoire de La Belle et la Bête. Et la troisième, alors je ne sais pas si c'est un conte qui existait déjà avant, en tout cas moi je ne le connais pas, c'est une histoire qui est assez proche de celle de La Belle et la Bête, mais dans un contexte légèrement différent. Donc cette troisième histoire s'appelle The Tiger's Bride, donc la fiancée du tigre. Donc comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo, ce sont donc des réécritures de contes traditionnels mais de façon un petit peu sulfureuse, érotique, violente, etc. Donc j'ai bien aimé The Bloody Chamber sauf la fin qui m'a un peu décontenancée parce que je trouvais que ça se terminait un peu trop rapidement et un peu trop facilement par rapport à l'intensité qu'il y avait eu dans les pages précédentes. Celle sur La Belle et la Bête, je l'ai plutôt bien aimée aussi, même si j'avoue qu'elle m'a pas énormément transportée. Il y a quelques phrases que j'ai notées en citation parce que je les trouvais belles, mais voilà. Et The Tiger's Bride, je l'ai plutôt bien aimée aussi, mais comme elle ressemblait beaucoup à la nouvelle juste avant, il y avait un petit côté répétitif en fait. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de coup de cœur en fait pour ces histoires-là. C'est des ambiances que j'aime plutôt bien, qui m'intriguent, c'est des thèmes qui m'intéressent beaucoup, mais j'ai pas encore lu d'histoire qui m'a vraiment captivée. Donc j'attends de voir la suite, comment ça va se présenter. Là j'arrive sur une histoire qui reprend le conte du chat botté et elle a l'air assez longue et le style a l'air vraiment compliqué. Donc je pense que je vais atteindre un moment où je suis en forme pour reprendre ce livre. Mais en tout cas voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé ou en tout cas plus avancé. Et donc parallèlement à ça, comme je vous disais, j'ai des lectures pour les cours. Donc en fait dans le cadre de mon master, je dois réaliser un projet tutoré. Donc un projet, en fait c'est un projet professionnel donc, qui vient d'une commande faite par des vrais professionnels et que nous, étudiants du master, devons réaliser. Donc c'est pas juste un travail universitaire, c'est vraiment un truc à faire dans la vraie vie si je puis dire. Et donc en fait je suis dans un groupe où on travaille avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et on doit réaliser, en fait, on doit concevoir une exposition sur le thème de l'intelligence des plantes, de la sensibilité du végétal. Donc c'est un thème dont on parle énormément en ce moment, avec des livres best-sellers qui sont sortis, etc. Et donc voilà, du coup le Muséum de Paris nous a demandé d'imaginer une exposition sur ce thème qui serait en plein air et qui pourrait être installée dans les jardins du muséum, en fait, donc dans le jardin des plantes pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est un projet très intéressant. Je suis très contente de pouvoir travailler avec le Muséum de Paris. En plus, c'est là que je veux demander à faire mon stage. Donc comme ça, j'ai déjà pu un peu les aborder, on va dire.
Et donc, du coup, notre travail pour imaginer l'exposition, c'est de commencer à lire des livres sur le sujet pour avoir quelques informations. Et donc, dans ce cadre, j'ai commencé par lire L'intelligence des plantes de Stefano Mancuso et Alessandra Viola. Donc, c'est aux éditions Albin Michel, la traduction française est sortie cette année, c'est un livre très récent. Et donc qui a été prêté par le master. Donc l'exemplaire n'est pas à moi, je l'ai juste emprunté pour pouvoir faire mes recherches. Donc j'ai noté ce qui me paraissait intéressant dans le cadre de nos réflexions. Donc c'est un essai qui est écrit par un spécialiste de neurobiologie végétale, donc c'est un peu l'équivalent de la physiologie végétale mais appelé autrement quoi. Qui donc fait une sorte de plaidoyer pour les plantes et qui veut nous expliquer qu'en fait les plantes ne sont pas des organismes hyper basiques comme on s'imagine souvent, mais que ce sont des êtres très complexes qui ont une forme d'intelligence qui leur est propre et donc qui nous explique un petit peu toute leur complexité, etc. Alors, c'est un thème qui est très intéressant. Par contre, là, j'ai trouvé que c'était vraiment très vulgarisé. Il y avait quand même des infos qui étaient bonnes à prendre. Disons que ça fait un bon résumé. Mais ce qui m'a gênée, en fait, c'est que parfois, l'auteur balance des informations sans trop les justifier. Et donc, on ne peut pas trop vérifier ce qu'il dit, finalement. Et en fait, dès le départ, j'ai eu quelques doutes, sur ce qu'il disait parce qu'au tout début du livre, il parle de Charles Darwin, donc c'est un grand admirateur de Charles Darwin, et à un moment il nous explique que Charles Darwin a beaucoup travaillé sur les plantes, mais que ses travaux sur les plantes sont moins connus que ses travaux sur les animaux et les êtres humains, puisqu'il n'a pas cherché à beaucoup en parler. Et en fait là, à ce moment-là, il a sorti une phrase en fait où il nous a dit, je sais pas si je vais retrouver, voilà c'est là. En fait, la phrase, il nous dit or, n'oublions pas qu'il avait déjà eu les pires difficultés à défendre la théorie selon laquelle l'homme descend du singe. Alors là, quand j'ai lu ça, je me suis dit oulala, parce que Darwin n'a jamais dit que l'homme descend du singe. Sa théorie, c'était que l'homme est cousin du singe. Dire que Darwin a dit que l'homme descend du singe, c'est vraiment mal interpréter son propos et c'est un préjugé, en fait, c'est une erreur qui circule beaucoup, mais qui est une erreur. C'est vraiment totalement faux de dire ça. Donc là, quand j'ai vu ça dans le livre qui est censé être écrit par un biologiste, donc quelqu'un qui connaît un peu son sujet, et que j'ai vu qu'il avait fait une erreur aussi énorme, je vous avoue que ça a un peu cassé sa crédibilité, quoi. Et donc j'ai commencé à douter un peu de tout ce qu'il disait après ça, parce que bon, forcément, voilà. Du coup, je suis partie un peu sur une mauvaise base à cause de ça. Et après, j'ai trouvé qu'il n'était pas assez objectif en fait dans ses propos. On sent qu'en fait, il veut vraiment défendre son sujet, mais il le fait avec tellement d'émotivité que voilà, sa façon de parler est très très subjective et pas très impartiale en fait, je pense. Donc ça, dans un ouvrage scientifique, je trouve que c'est un petit peu gênant. Donc voilà, j'ai un avis plutôt mitigé. Il y a eu quand même des choses intéressantes c'était intéressant à lire, voilà, mais je ne suis pas à 100% convaincue en fait par l'auteur. Et surtout, ce qui m'agace un peu, c'est que dans le résumé de la version française, alors là pour le coup, c'est pas la faute de l'auteur, ce serait plutôt celle de l'éditeur, mais on nous présente ce livre vraiment comme si c'était un truc révolutionnaire, un truc de dingue qu'on n'a jamais vu. Enfin, on nous sort des trucs. Ce livre pionnier qui a bénéficié d'une reconnaissance internationale. Voilà. Et puis on nous présente l'auteur savant de renommée mondiale, fondateur de la neurobiologie végétale. Bon, la neurobiologie végétale, c'est quasiment pareil que la physiologie. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose de vraiment super nouveau. Il est le premier à avoir démontré que, comme tous les êtres vivants, les plantes discernent formes et couleurs, communiquent, etc. C'est pas du tout le premier mec à avoir démontré ça, mais bon. Enfin voilà, déjà dans le résumé, il nous dit un peu n'importe quoi. Donc voilà, du coup, je suis un peu gênée par l'effet de mode qu'il y a autour de ce livre et qui, pour moi, décrédibilise un peu le propos. Donc voilà, il faudra que je le compare avec d'autres livres pour voir ce qui se recoupe ou pas, je pense. Et donc du coup, maintenant, la deuxième lecture dans laquelle je vais me lancer dans le cadre de ces recherches, c'est encore un livre best-seller qui fait pas mal polémique, donc je vais me faire mon propre avis dessus. Il s'agit de La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben. Donc très très connu, vous en avez sûrement entendu parler, il a vraiment fait le buzz. On voit pas grand chose à cause de la pénombre, je suis désolée. Donc là j'ai l'édition illustrée, en fait c'est ma mère qui l'avait acheté, donc du coup je lui ai emprunté.
Donc je vous montre vite fait, il y a deux très belles photos à l'intérieur, bon on voit rien mais voilà. Et donc je ne l'ai pas encore commencé, mais donc ça va être l'occasion de me faire mon avis dessus et de le comparer aussi à l'autre livre que j'ai lu juste avant. Voilà, je m'arrête là parce que ça fait déjà 15 minutes que je parle. Donc j'espère que de votre côté la rentrée s'est bien passée. Bon, ça commence à dater un peu maintenant. Mais voilà, je vais essayer de pas trop traîner dans mes lectures. Enfin bon, je vous dis ça, mais honnêtement, je sais pas quand est-ce que je reviendrai pour un point lecture. Il faut aussi que j'avance un peu dans l'écriture des fauves parce que j'essaye d'écrire un peu tous les jours, mais parfois c'est difficile et il faut que je termine quand même. Parce que là, j'en suis toujours à la première partie du livre, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai pas mal d'idées intéressantes pour ce tome 3, donc je pense que ça devrait être pas mal normalement. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!